À l'anniversaire de ma sœur, la poitrine brûlée, les mains en sang, j'ai supplié qu'on m'aide, maman a sifflé, ne nous embarrasse pas. Bonjour, je m'appelle Indigo, et je suppose que je n'ai jamais vraiment été invité à ma propre vie. Au gala d'anniversaire de ma sœur, pendant qu'elle tenait un verre et souriait pour les appareils photo, j'étais derrière le rideau, saignant, respirant à peine. J'ai supplié qu'on m'aide. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit, ne nous mets pas dans l'embarras. Il disait toujours que j'étais dramatique, trop sensible, un fardeau. Mais si je vous disais que la douleur n'était pas dans ma tête? Et si les évanouissements, les bleus, le silence, étaient tous réels? Et si la famille qui m'habillait pour les photos était la même que celle qui m'ignorait quand je m'effondrais? Me qualifieriez-vous encore de dramatique? Ou m'écouteriez-vous enfin? On dit qu'on le sent avant de le voir, le fait d'être effacé. On n'a pas besoin d'une dispute hurlante ou de quelqu'un qui claque une porte pour savoir qu'on a été rayé de l'histoire de sa propre famille. Parfois, il suffit du déclic d'un appareil photo et d'une chaise manquante. 2 jours avant le gala d'anniversaire de Soline, le domaine des Langlais à Savannah sentait les roses coupées et le lin passé à la vapeur. Chaque surface avait été polie jusqu'à ce qu'elle brille comme si nous vivions dans une salle d'exposition, et non dans une maison. Le personnel s'affairait comme des abeilles, alignant les compositions florales, vérifiant l'éclairage, repassant les plis des nappes pour la 5e fois. On m'avait dit de porter de l'ivoire. Pour que la photo de famille soit équilibrée, avait dit maman. Elle m'avait tendu un châle en soie d'une nuance juste un peu trop jaune pour ma peau. Soline portait une robe d'un blanc perle impeccable, taillée sur sa silhouette comme une seconde peau. Elle rayonnait comme toujours, au centre de l'attention, entourée, adorée. La séance photo a eu lieu dans le grand salon, où la lumière des hautes fenêtres donnait à tout un aspect stérile. Nous étions censés ressembler à la version sudiste de la royauté américaine, digne, unie, impeccable. Vera, ma mère, est entrée, prenant déjà la pose. Papa a suivi, ajustant les poignets de sa chemise française comme s'il descendait d'un yacht. Soline au milieu, a lancé le photographe. Personne n'a objecté. Je me tenais tranquillement sur le côté, attendant qu'on me place. Puis, au milieu d'un cliché, un membre du personnel a retiré l'une des chaises, celle qui était la plus proche de moi. « Oh, nous n'avons besoin que du quatuor de basse pour ce cliché », a dit maman sans se retourner. Je me suis figé. Le quatuor de base? Comme si j'étais une coquille, une syllabe en trop, un accessoire qui ne correspondait pas au code vestimentaire. Soline n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Papa a dressé un sourire crispé à l'appareil photo. J'ai reculé, les mains derrière le dos, le cœur battant sourdement dans ma poitrine. Ce n'était pas la première fois que j'étais exclu, mais la discrétion de la chose, la façon dont cela semblait naturel à tout le monde, m'a blessé plus profondément que n'importe quelle insulte ouverte. Après le flash, ils se sont remis en place pour une nouvelle pause. Je suis resté dans le coin, à moitié dans l'ombre. Un serveur est passé et m'a offert un verre d'eau pétillante. J'ai failli demander quelque chose de plus fort mais j'ai secoué la tête. De retour dans la salle à manger, le gâteau était arrivé. Un monument de perfection imposant, couvert de fondant. 3 étages, blanc et or. À la base, en glaçage cursif, célébrons Soline, la fierté des Langlais. Juste son nom. Pas de « Joyeux anniversaire, Soline et Indigo ». Pas de « Les sœurs Langlais », ni même « La famille Langlais ». J'ai senti mon visage rougir tandis que la salle éclatait en applaudissements. J'ai gardé un sourire poli, la tête inclinée juste au bon angle pour les appareils photo. De l'autre côté de la pièce, ma tante s'est penchée vers un invité et a dit « Pas si bas que ça, j'oublie tout le temps qu'ils ont une autre fille ». Personne ne l'a corrigé. Après que la foule se soit dispersée et que Soline ait commencé à répéter son discours, j'ai trouvé un coin tranquille près du patio arrière. La lumière extérieure était devenue ambrée. La mousse espagnole se balançait doucement sur les chênes juste au-delà du jardin. Cette maison, cette vie, avait un scénario. Soline était l'actrice principale. Papa, le financier. Maman, la productrice et réalisatrice. Et moi? J'étais l'assistante de production. Celle qui allait chercher le café, s'assurait que personne ne trébuche sur un câble, et restait hors champ. Je ne pense pas que ça a toujours été comme ça, du moins pas au début, mais avec le temps, chaque dîner de famille, chaque réunion parents-professeurs, chaque photo de vacances racontait la même histoire, Indigo était présente mais pas centrale. Nécessaire mais pas célébrée.
J'étais la variable dans une équation qui n'avait aucune marge d'erreur. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde s'agitait autour de la prestation du discours de Céline, j'ai approché maman discrètement, loin des oreilles du personnel. Est-ce que mon nom allait être sur le gâteau un jour, ai-je demandé. Ma voix ne tremblait pas, bien que mes paumes me démangent de chaleur. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone. Indigo, pas encore ça. Tu sais à quel point ce week-end est important. N'apporte pas cette énergie ici. C'est vrai. Il ne faudrait pas gâcher l'ambiance. Elle a finalement levé les yeux, le regard vif. Tu prends toujours les choses si personnellement. J'ai eu envie de rire. Comment d'autres étais-je censé prendre ma propre exclusion? Au lieu de ça, j'ai hoché la tête. Tu as raison. Désolé. Elle s'est retournée et s'est éloignée avant que j'aie fini mes excuses. Quelques minutes plus tard, Céline se tenait sous un projecteur, testant son micro. Le technicien du son ajustait les niveaux pendant qu'elle s'entraînait sur sa première phrase avec ce vernis de concours de beauté qu'elle maîtrisait depuis ses 10 ans. Chaque mot parfaitement rythmé, parfaitement plaisant. Un serveur s'est approché par derrière avec une flûte de champagne, la tendant vers Céline. Mais elle s'était déjà déplacée, alors le verre a atterri dans ma main. « Oh, pardon » a-t-il balbutié en voyant mon visage. « Vous lui ressemblez un peu de dos. »« Ne vous inquiétez pas » ai-je dit avec un sourire exercé. « Ça arrive. » Il s'est éloigné. J'ai tenu la coupe de champagne dans ma main, sentant son froid s'infiltrer dans mes doigts. Je me suis tourné vers la grande fenêtre. Le reflet de Céline se tenait, lumineux, au centre, entouré de lumière et de mouvement. Le mien se brouillait sur les bords, pris entre le reflet et l'obscurité au-delà. Et pendant un instant, je me suis demandé si j'existais vraiment. Les chaussures que je portais cette nuit-là n'étaient pas les miennes. C'étaient celles de Céline, et elles étaient trop petites, tout comme tout ce qui, dans cette maison, n'était pas fait pour moi. Elles étaient posées sur le tapis à côté de mon lit le matin avant le gala, brillant d'une sorte d'anticipation cruelle. Bout pointu, talons de 10 cm, cuir nude, impeccable. J'avais choisi mes propres chaussures plates la semaine précédente, quelque chose dans lequel je pouvais marcher sans me faire de bleu. Mais maman est entrée, tenant les talons comme une offrande de paix enveloppée de pouvoir. Céline pense que celles-ci seront plus jolies pour les photos de famille, a-t-elle dit, les plaçant à mes pieds comme si la décision avait déjà été prise. Je n'ai pas discuté. J'avais appris que la résistance ne faisait qu'empirer les choses plus dramatiques, plus indulgentes, comme disait maman. J'ai tranquillement mis de côté la paire que j'avais choisie et j'ai enfilé celle que Céline jugeait plus cohérente. Elles m'ont immédiatement pincé, mordant la peau au-dessus de mes orteils, mais je les ai gardées. Puis est venue la robe. J'avais préparé une robe en satin bleu pâle, quelque chose de doux et de tolérant. Je l'avais achetée avec mon propre argent modeste mais élégante. Mais maman est revenue d'un dernier essayage avec une tenue à paillettes, moulante, bleu marine et impitoyable. Céline veut de la cohésion, a-t-elle répété, et c'en était fini. Je me suis déshabillé de ma robe, j'ai enfilé celle qu'elle avait apportée. Elle me serrait trop les hanches. Je pouvais sentir la fermeture éclair gratter ma colonne vertébrale comme un murmure de désapprobation. Nous nous sommes rassemblés dans le grand hall d'entrée à 18h30. Le personnel s'affairait, ajustant les centres de table, équilibrant les coupes de champagne, chuchotant à propos des dernières répétitions. Vera a descendu les escaliers dans un châle de soie comme si elle était née sous un lustre. Céline a suivi, rayonnant d'assurance avec une pochette incrustée de perles dans une main et une petite armée derrière elle. Je les ai suivis jusqu'à la salle de bal. Les talons me faisaient déjà saigner. Chaque pas était délibéré. Talons, pointe, morsure. L'ourlet de ma robe tombait juste assez bas pour cacher le pire, mais je pouvais sentir la piqûre se propager vers le haut. Le couloir moquetté ne faisait rien pour atténuer la douleur. Quand nous sommes arrivés dans la salle de bal, la pièce a éclaté de flash. Les membres du personnel ont légèrement incliné la tête. Les invités ont salué mes parents et Céline avec une adoration exercée. Personne ne m'a regardé. Je me suis glissé dans ma chaise au bout de la table d'honneur, les pieds palpitants. La répétition du gala a commencé, une répétition complète avec discours, signaux d'éclairage, musique, introduction. Céline se tenait au premier plan sous un projecteur doré, répétant sa phrase d'ouverture. « Il ne s'agit pas de moi », a-t-elle commencé en souriant, les mains ouvertes. « Il s'agit de ce que nous pouvons faire pour les moins fortunés. » J'ai serré la mâchoire.
Chaque minute s'éternisait. Les talons s'enfonçaient plus profondément. Ma respiration s'est raccourcie. Mes mains ont commencé à transpirer. Chaque mouvement déclenchait une nouvelle secousse. Au moment où Céline a atteint la 3e version de sa phrase de clôture, je pouvais sentir une chaleur collante s'accumuler à l'intérieur de ma chaussure. Pourtant, je suis resté assise. J'ai souri quand le coordinateur a jeté un regard dans ma direction. J'ai hoché la tête quand maman a fait un pouce en l'air. La seule chose plus forte que la musique était le son de mon pouls dans mes oreilles. Finalement, je me suis excusé discrètement et je me suis dirigé vers les coulisses, passant par l'entrée latérale où le personnel préparait la scène. Mes pieds hurlaient à chaque pas. Derrière un rideau noir, j'ai enlevé une chaussure et j'ai regardé. La semelle était parsemée de sang. L'arrière de mon talon s'était ouvert. J'ai sorti un mouchoir de ma pochette et je l'ai pressé dessus, en essayant de ne pas crier. Une voix derrière moi m'a surprise. « Ça va ?» C'était un jeune serveur, peut-être 20 ans, tenant un plateau de verre vide. « Je vais bien », ai-je dit rapidement, en pressant le mouchoir plus fort. Juste des chaussures serrées. Il a hoché la tête avec sympathie et a disparu. Je suis resté debout, un talon mis, un autre enlevé, chancelant légèrement. Puis j'ai entendu la voix de maman juste de l'autre côté du rideau. Où est-elle ? La séquence finale commence dans 5 minutes. Je suis sorti, les 2 chaussures remises, la posture forcée et droite. Je suis là. Elle n'a pas regardé mon visage. Ne nous mets pas dans l'embarras, Indigo. Souris et sois gracieuse. Ces mots ont atterri plus durement que la douleur dans mes pieds. J'ai hoché la tête une fois. Pas de réplique, pas d'émotion, juste un hochement de tête. Et j'ai marché avec elle pour retourner dans la lumière. Céline se tenait souriante à côté d'un écran de diaporama alors que les applaudissements résonnaient dans la salle de bal. Je suis retourné à ma place, j'ai croisé les mains et j'ai applaudi avec les autres. Personne n'a remarqué la façon dont je me penchais légèrement sur ma gauche, essayant de soulager la pression sur la blessure plus profonde de mon talon droit. Alors que les applaudissements continuaient, l'équipe de tournage a balayé la scène, capturant des plans d'illustration pour les réseaux sociaux. J'ai forcé mon sourire à s'élargir. Quand le flash a frappé mon visage, j'ai vu des étoiles. À un moment donné, papa s'est penché et a dit « Tu te débrouilles bien. Reste tranquille. Tu sais comment elle est si les choses ne se passent pas comme prévu. » Il parlait de maman, mais il n'avait pas besoin de le dire. Nous le savions tous. La douleur n'a pas atteint un plateau. Elle a évolué. Elle s'est aiguisée, a rayonné. J'imaginais que le sang se répandait sur la voûte de mon pied, s'imprégnant dans le cuir. Mais le spectacle devait continuer. Les discours ont repris, et cette fois je ne pouvais pas me concentrer. Ma vision vacillait. J'ai essayé de suivre la voix de Céline, mais les syllabes se brouillaient comme un trafic lointain. J'ai cligné des yeux, j'ai saisi le bord de la table, je me suis murmuré « Ne t'évanouis pas. » Pas devant eux. Après une autre heure, la pièce est devenue plus bruyante, les lumières plus vives, l'air plus étouffant. J'avais besoin de respirer. Je me suis levé discrètement et je me suis éclipsé, me faufilant à travers un groupe de serveurs, m'agrippant au rideau sur le côté de la scène alors que mon corps penchait. Derrière les tentures, il faisait plus sombre et plus calme, mais pas plus frais. Mes mains tremblaient. Je me suis appuyé contre le mur, essayant de trouver l'équilibre. Ma poitrine s'est serrée comme dans un étau. Une bouffée de chaleur a déferlé le long de ma colonne vertébrale. J'ai glissé jusqu'à être accroupi, les mains autour de mes genoux, un talon à nouveau enlevé. J'ai retiré l'autre et j'ai immédiatement ressenti un soulagement et la chaleur collante du sang le long de l'intérieur de la chaussure. Personne n'a suivi. Personne n'a demandé où j'étais allé. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient de manière incontrôlable, luisant de sueur et de quelque chose de plus sombre près de mes ongles. J'ai fermé les yeux. La nausée est montée comme une marée lente. Je ne vais pas m'évanouir, me suis-je murmuré. Pas devant eux. J'ai pressé mes 2 paumes contre le sol, m'ancrant sur ce carrelage froid. Et pourtant, quelque chose en moi le savait déjà. Je m'estompais. La chose suivante dont je me souviens clairement est le clic doux de la porte de ma chambre se fermant derrière moi. J'avais réussi à monter les escaliers d'une manière ou d'une autre, après m'être éclipsé de la salle de bal, après m'être assise derrière le rideau en essayant de ne pas m'évanouir, après avoir bourré des mouchoirs dans mes talons pour absorber le sang. Les lumières du couloir étaient encore allumées.
La maison était silencieuse. Je pouvais entendre le faible bourdonnement de la voix de Céline venant des conduits de ventilation, répétant toujours son discours, ajoutant probablement de nouvelles fioritures pour faire pleurer le public. Je me suis assise sur le bord de mon lit comme quelqu'un qui s'installe sur un rebord. Mes cuisses tremblaient d'avoir retenu les frissons toute la nuit. J'ai enlevé les chaussures d'un coup de pied et les ai regardées, toujours impeccables à l'extérieur mais imbibées de rouge à l'intérieur. Elles avaient l'air chères et impitoyables. Mes pieds étaient à vif. Des ampoules s'étaient ouvertes et avaient fusionné avec le cuir. J'ai pris une serviette humide de la coiffeuse et je l'ai pressée contre un talon. La piqûre a brouillé ma vue. Toujours pas de larmes. J'avais depuis longtemps dépassé le stade des pleurs pour une douleur superficielle. Alors que j'étais assise là, respirant par petites goulées et fixant mon reflet dans le miroir de la coiffeuse, une image n'arrêtait pas de me revenir en tête. J'avais 11 ans. Je venais de m'effondrer en cours de gymnastique pendant un test de condition physique au printemps. Le professeur pensait que je faisais semblant jusqu'à ce que je vomisse sur le tapis. Je me suis retrouvée à l'infirmerie, étourdie, nauséeuse, luttant pour garder les yeux ouverts. Je me souvenais du visage inquiet de l'infirmière, de la compresse froide sur mon front, et du ton doux de sa voix quand elle a dit « Je vais envoyer un mot à la maison ». J'aurais dû savoir ce qui allait se passer ensuite. Céline a mis la main sur le mot avant moi. Je me souviens d'elle, debout dans notre cuisine plus tard cette nuit-là, agitant le papier froissé comme un drapeau. « Pourrait souffrir de présyncope », a-t-elle lu à haute voix d'un ton dramatique. C'est juste une façon chic de dire trop paresseuse pour faire des tours de piste. Elle a ri. Mes parents ont gloussé. Papa a même tapoté Céline sur l'épaule, impressionné par sa prononciation. Maman n'a rien dit du tout. Elle m'a juste regardé et a marmonné, « Arrête d'en faire trop. Personne n'a envie d'entendre parler de ton estomac chaque semaine. » Ce moment ne m'a jamais quitté. C'était la première fois que je réalisais que ma douleur réelle, médicale, validée était une blague dans cette maison. Des années plus tard, j'ai découvert qu'il y avait eu plus. J'avais 17 ans quand je suis tombé sur une enveloppe scellée, cachée au fond du tiroir du bureau de maman. Mon nom était dessus. Curieuse, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre d'un spécialiste vasculaire, quelqu'un d'Atlanta. Elle était datée de 18 mois plus tôt. La lettre confirmait ce que j'avais toujours craint sans jamais avoir les mots pour le dire, flux sanguin anormal, vaisseau fragile, risque élevé de syncope sous le stress ou la chaleur, une recommandation pour un suivi continu et une kinésithérapie douce. Rien de tout cela ne m'avait jamais été dit. Aucun rendez-vous n'avait été pris. Personne n'avait même mentionné le nom du médecin. J'avais confronté maman à ce sujet une fois, nonchalamment, comme si je n'avais pas déjà lu chaque mot. « Te souviens-tu d'un médecin ? » Henry d'Atlanta, avais-je demandé. Il m'a écrit une lettre sur des résultats de tests. Sa réaction a été instantanée et vive. Ce n'était pas important. Ça t'aurait rendu paranoïaque. Tu m'as caché un diagnostic. Je t'ai protégé contre le fait de t'étiqueter toi-même, a-t-elle dit froidement. La dernière chose dont nous avions besoin, c'était que tu joues la victime. Et voilà, encore une fois, ma santé réduite à la gestion de sa marque. De retour dans le présent, je me suis penché en avant, posant mes 2 pieds à plat sur le sol. La douleur était moindre maintenant, atténuée par l'épuisement. Mais la colère avait commencé à monter. J'ai jeté un coup d'œil au petit paquet que j'avais laissé près de la porte plus tôt dans la journée, un cadeau sur lequel j'avais travaillé pendant 2 semaines, une aquarelle encadrée que j'avais peinte d'après une photo de Céline et moi enfant. Ce n'était pas juste de l'art. C'était la dernière partie de moi qui essayait de se connecter à elle. Je l'avais placée sur la table à cadeaux désignée dans l'après-midi, emballée dans du papier crème avec un ruban bleu noué à la main. Pas de carte. Je voulais qu'elle le reconnaisse sans instruction. Mais 1 heure plus tard, j'ai vu qu'il avait été remplacé. Un sac à main Gucci se trouvait maintenant exactement au même endroit avec une étiquette blanche impeccable qui disait « de la part d'Indigo ». J'ai su instantanément qui avait fait ça. Quand j'ai demandé à maman, elle n'a même pas scié. La peinture ne correspondait pas à l'esthétique, a-t-elle dit en sirotant son vin. Ça avait l'air trop fait maison. C'est un événement soigné, Indigo. Nous avons un standard à maintenir. J'ai hoché la tête, mais quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas seulement le cadeau. Ce n'était pas seulement les chaussures ou la robe ou les années à être invisible. C'était tout ça, empilé couche par couche, comme les chaises au gala qui n'avaient de place que pour 4.
Je me suis rassise sur mon lit, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Je m'appelle Indigo Langlais. Je ne suis pas dramatique. Je ne suis pas délicate. Je ne suis pas ingrate ou en quête d'attention ou quelle que soit la version de moi qu'il ne cesse de réécrire. Je suis fatigué. Je suis meurtri, et je me souviens de tout. J'ai fait une pause, puis j'ai sauvegardé la note vocale. Ça faisait du bien d'entendre ma voix, forte, mesurée, non filtrée. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti la clé USB que j'avais gardée cachée dans un vieux tube de mascara pendant des mois. Lentement, délibérément, j'ai commencé à organiser les dossiers. Clip vidéo, un du Noël dernier où maman m'a dit de ne pas gâcher les vacances après que je me sois évanoui pour être resté debout trop longtemps. Fichier audio, des enregistrements d'insultes chuchotées, de Céline plaisantant sur le fait que j'étais, né allergique à la joie. Des captures d'écran de conversation par SMS où j'étais qualifié de « fragile » et de « problème de relations publiques ». Je n'ai pas collecté ces choses pour déclencher une guerre. Je les ai collectées pour me souvenir que je n'imaginais rien. Mais ce soir, cette collection a pris un nouveau but. J'ai créé un dossier sur mon bureau appelé « Pour quand ils n'écouteront pas ». À l'intérieur, j'ai tout placé, étiqueté clairement et daté. Puis j'ai ouvert ma messagerie électronique et j'ai rédigé un message. Objet, la vérité derrière l'image des Langlais. Destinataire, 2 journalistes locaux, une défenseur des droits de la santé d'Atlanta, et une poignée d'amis de la famille qui m'avaient toujours regardé comme si j'étais un meuble en arrière-plan de l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai programmé l'email. Minuit, juste au moment où les dernières coupes de champagne seraient levées au gala d'anniversaire de Céline. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai jeté un dernier regard dans le miroir. Mon visage paraissait pâle mais calme. Mes mains tremblaient encore, mais moins. Ma poitrine me faisait mal, mais la pression s'était déplacée. Il prenait ma voix pour acquise. J'ai décidé de laisser le silence parler plus fort. S'il y avait un moment pour tester jusqu'où je pouvais endurer, c'était le gala, et j'étais sur le point de découvrir où se terminait la ligne. Ce matin-là a commencé par une légère bruine qui s'est dissipée à midi, laissant le jardin des Langlais humide mais scintillant sous le soleil de fin d'après-midi. La famille avait insisté pour une séance photo pré-événement sur la pelouse arrière du domaine. Parce que, bien sûr, un gala d'anniversaire ne serait pas complet sans quelques moments d'élégance spontanée mis en scène. Au moment où je suis sorti, l'air s'était épaissi d'humidité, et l'herbe était encore tendre de la pluie. L'équipe avait déjà installé des chaises en velours blanc, des arches florales, et un arrangement de ballons argentés massifs qui éplaient, Céline 30. Tout le monde était habillé dans des tons de blanc et d'argent, soigneusement coordonnés comme s'ils étaient nés dans la même palette de couleurs. Céline portait une robe à épaules dénudées qui scintillait à chaque fois qu'elle se tournait. Maman portait une robe fourreau en soie qui parvenait à paraître à la fois naturelle et sur mesure. Même papa, qui grognait habituellement à propos de ces événements, se tenait droit dans un blazer en lin pâle et un pantalon impeccable. Moi, je portais une robe nuisette en satin que Vera avait choisie. Elle était trop serrée sur la poitrine, et la teinte n'était pas tout à fait juste plus crème que blanche. J'avais essayé de lui dire qu'elle jurait. Sa réponse, tu n'es pas le point central, Indigo. Tu seras au 2e rang. Alors, je suis resté là, dans les marges, attendant des instructions. Rapprochez-vous, tout le monde, a appelé le photographe. Mettons Céline au centre. Maman à gauche, papa à droite. Je me suis déplacé vers eux comme on me l'avait demandé. Indigo, a dit Céline à voix basse, tournant à peine la tête. Ta robe ne va pas avec le reste. Reste un peu en retrait. Ouais. Mes pieds se sont figés. J'ai regardé maman, mais elle n'a pas dit un mot. Elle a plutôt ajusté la manche de Céline, s'agitant comme une mère de Miss à un concours régional. J'ai reculé sur l'herbe mouillée. Mes talons s'enfonçaient à chaque centimètre que je reculais. Un bruit de succion, puis un glissement. Une cheville a légèrement basculé. Je me suis stabilisé, j'ai planté mes 2 pieds. Ce n'était pas la première fois qu'on me demandait de m'effacer. L'appareil photo a cliqué. Les flashs sont venus. Des rires. De faux clichés spontanés. Céline, regarde par ici. Vera, la main sur son épaule. Oui, comme ça. Je me tenais derrière eux, en dehors du cadre parfait, regardant ma famille jouer la joie. Un couple est passé derrière l'installation. Ils étaient plus âgés, probablement des amis de mes parents du club de tennis.
J'ai entendu la femme chuchoter, c'est elle l'adoptée? Il n'essayait même pas d'être discret. Mon estomac s'est noué. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone, surtout pour éviter le contact visuel. Un nouveau message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. Mon souffle s'est coupé. J'espère que la reine du drame va se tenir tranquille cette fois. La dernière chose dont on a besoin, c'est d'une autre crise de convulsion simulée. Un emoji rire était joint. En dessous, un nom, Sienna Harper. La meilleure amie de Céline depuis l'université. Bien sûr. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé le message, les pouces en suspens. Mes joues brûlaient. Pas de honte, mais d'une fureur si vive qu'elle semblait chirurgicale. Ce n'était plus seulement de la négligence. C'était de la cruauté avec un sourire et une finition brillante. Je me suis tourné vers Céline, qui tenait maintenant une ombrelle blanche pour les derniers clichés. Si je m'effondre ce soir, ai-je dit, la voix basse, contrôlée, j'espère que tu te souviendras que ce n'est pas pour le spectacle. Elle n'a pas bronché. N'a même pas regardé dans ma direction. Alors ne le fais pas, a-t-elle répondu, comme si elle époussetait un fil de sa robe. C'est le renvoi qui a tout déclenché. Pas l'insulte, pas le sarcasme, le pur manque d'inquiétude, comme si mon existence était une nuisance à tolérer uniquement parce qu'elle ne pouvait pas être recadrée de la vie réelle. Je me suis éloigné pas de manière dramatique, pas en tapant des pieds, juste assez pour sentir à nouveau la douleur dans mes pieds, pour me rappeler que j'étais toujours dans ce corps, et qu'il faisait toujours mal. J'ai trouvé un coin du jardin derrière une rangée d'azalées. L'air était toujours lourd, mais au moins c'était calme. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application de messagerie et j'ai vérifié à nouveau le brouillon. À envoyer, minuit. Objet, la vérité derrière l'image des Langlais. Pièce jointe, 13. C'était prêt. Et pourtant, une once de doute s'est insinuée. Est-ce que quelqu'un s'en soucierait? Dirait-il que j'étais amère, ingrate, vindicative? Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais une libération. Je voulais que la vérité vive quelque part en dehors de mon corps. Quelques minutes se sont écoulées avant que j'entende quelqu'un approcher. C'était papa. Te voilà, a-t-il dit. Les photos sont terminées. Ils ont besoin de toi à l'intérieur pour l'allumage des bougies en famille. J'ai hoché la tête mais je n'ai pas bougé. Il a hésité. Ça va? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, je n'ai pas pris la peine de faire semblant. Non, ai-je dit, mais j'ai l'habitude. Il a cligné des yeux, a baissé le regard vers l'herbe, puis s'est éloigné. Le soleil a baissé, jetant une brume dorée sur le jardin. La brise du soir a agité l'arche de ballon, qui a légèrement cliqueté. De quelque part à l'intérieur de la maison, j'ai pu entendre le début de l'apéritif, le tintement des verres, un jazz entraînant, le murmure des invités qui arrivaient. Je suis resté immobile, le poids de ce que j'avais mis en mouvement pesant sur ma poitrine comme une horloge à retardement. À minuit, le compte à rebours prendrait fin. Je leur avais donné toutes les chances de me voir. Cette nuit-là, mon corps n'a pas demandé la permission. Il a simplement lâché. La chute n'a pas été dramatique. Je n'ai pas crié ni cherché de l'aide. Je suis juste tombé doucement, délibérément, comme si mon corps avait choisi ce moment pour enfin se rendre, même si mon esprit continuait de crier, pas encore. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais toujours derrière le rideau. Les sons étouffés du gala s'infiltraient à travers le tissu épais, des verres qui tintent, du jazz qui joue, le brouhaha des invités échangeant des mensonges polis sur la magnificence de tout. D'une manière ou d'une autre, je me suis levé. Je n'étais pas sûr de combien de temps j'étais resté au sol. Des secondes, peut-être des minutes. La douleur dans mes pieds était d'un blanc brûlant, pulsant à chaque battement de cœur. J'ai attrapé la chaise la plus proche pour me soutenir, j'ai redressé ma robe et j'ai boité vers la zone de préparation. À l'intérieur de la loge, le chaos régnait. Des stylistes s'affairaient autour de Céline, lui gonflant les cheveux, ajustant son décolleté, vaporisant un parfum qui sentait l'épuisement coûteux. Un traiteur est passé en courant avec un plateau de hors-d'œuvre. Quelqu'un a crié à propos de l'éclairage. Tout le monde bougeait comme s'il faisait partie d'une production, chaque mouvement répété. Personne ne m'a remarqué. Je me suis affaissé dans une chaise de coin, j'ai enlevé mes talons sous la table et j'ai regardé mes pieds. Les pansements que j'avais enroulés plus tôt étaient imbibés. Les ampoules s'étaient déchirées. Le sang tachait l'arrière des chaussures.
Pas une douleur métaphorique et littérale. Une assistante est passée, a baissé les yeux, puis a eu un hoquet de surprise. Oh, mon Dieu, ça va? J'ai hoché la tête. Juste une mauvaise pointure. Elle s'est agenouillée, sincèrement inquiète, sortant son téléphone. Voulez-vous que j'appelle le médecin? Avant qu'elle puisse finir, maman est arrivée de nulle part. Elle va bien, a dit Vera sèchement. Remets juste les chaussures. Son ton ne laissait aucune place aux questions. L'assistante s'est levée rapidement et a reculé, ses yeux oscillant entre l'inquiétude et la déférence. Remue le couteau dans la plaie, ai-je pensé. Ne te contente pas d'ignorer la douleur, exige-la. Avec des mains tremblantes, j'ai déroulé une nouvelle série de pansements de ma pochette et je les ai réappliqués sur les zones les plus à vif. J'ai remis mes pieds dans ses talons. Chaque orteil hurlait, mais je me suis levé, parce que si je ne le faisais pas, il dirait que je faisais des difficultés, que j'essayais de détourner l'attention de Soline, que j'étais égoïste. J'ai marché vers le couloir de la scène, chaque pas délibéré, mordant la douleur comme si c'était un bonbon. Soline est apparue à la porte, radieuse et prête pour son entrée. Elle m'a jeté un regard, mi-sourire narquois, mi-soupir dédaigneux. « Écoute » a-t-elle dit en baissant la voix. « Je comprends. Tu es fatigué, mais cette soirée, elle ne te concerne pas, elle a incliné la tête. Tu n'es pas la pièce maîtresse. Tu es le remplissage. » Tourné, poignardé. Droit dans le ventre. Je n'ai pas répondu. Mes doigts ont instinctivement effleuré le bord de mon téléphone à l'intérieur de la pochette. L'enregistrement, les fichiers, le minuteur de l'email et il pulsait dans mon esprit comme un second battement de cœur. Elle s'est penchée légèrement. Essaie de ne pas chanceler là-dehors. On dirait que ces chaussures te dévorent vivante. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Tu ferais peut-être mieux d'en profiter tant que ça dure. Elle a ri. Pas fort, juste assez pour me faire savoir que je ne l'avais pas déstabilisée. Garde ça pour tes abonnés Instagram, a-t-elle dit, agitant la main comme si j'étais une mouche près de son verre de Prosecco. J'ai reculé. Elle s'est éloignée. La musique à l'extérieur a changé, annonçant l'entrée de la famille. Je suis entré dans les toilettes adjacentes à la loge. Le miroir au-dessus du lavabo montrait un visage que je reconnaissais à peine, pâle, tiré, les lèvres serrées. Mon maquillage avait commencé à fondre avec la chaleur. J'ai ouvert mon anti-cerne, je l'ai tamponné sous mes yeux, sur l'échymose fraîche sur ma pommette où j'avais dû heurter le sol plus tôt. Mes mains tremblaient légèrement en l'étalant. Puis j'ai sorti mon téléphone, je l'ai déverrouillé, j'ai ouvert l'application de mémos vocaux et j'ai appuyé sur enregistrer. Je m'appelle Indigo l'anglais. Ceci est enregistré à 17h52, juste avant le gala. Je suis dans les toilettes des invités. Mes pieds saignent. Mon corps me fait mal. Mais je suis toujours là parce que j'ai quelque chose à dire. Et à minuit, que je sois consciente ou non, la vérité sera dite. J'ai terminé l'enregistrement et je l'ai sauvegardé, puis j'ai glissé le téléphone dans la pochette comme une arme. Le son des rires a résonné dans le couloir. La salle de bal était maintenant animée. Les invités étaient arrivés. Le flash des appareils photo clignotait sous la porte. J'ai pris une dernière, profonde inspiration, j'ai pressé le dos de mes mains contre mes cuisses pour arrêter les tremblements, et je suis sorti. Maman attendait près de l'arche, un presse-papier à la main. Ses yeux m'ont scruté de la tête aux pieds et évaluant, pas admirant. « Tu es tolérable » a-t-elle dit. Continue juste de sourire et pas de sortie soudaine. Compris. J'ai hoché la tête. Je n'y penserai même pas, elle n'a pas saisi le sarcasme. Elle ne le faisait jamais. Au moment où nous sommes entrés dans la salle de bal, tous les yeux se sont tournés vers Soline. Elle scintillait, les bras tendus, le sourire prêt pour les appareils photo. Vera et papa l'encadraient comme des gardes du corps. Je suivais quelques pas derrière comme une invitée de dernière minute. Les applaudissements étaient assourdissants. J'ai souri, mais à l'intérieur, mon cœur avait déjà commencé à brûler. Quand j'ai mis le pied sur le sol de cette salle de bal, j'ai su que c'était la dernière fois que je les laisserais m'utiliser pour leur image. Je me suis tenu droite, même si mes genoux tremblaient sous la robe à paillettes qui ne m'allait jamais vraiment. Mon sourire est resté fixe, exercé, mais ma mâchoire était si serrée qu'elle me faisait mal. L'air à l'intérieur de la salle de bal était épais, parfum, cire de bougies, éclairage chaleureux et tension. Une centaine d'invités, peut-être plus, dispersés sur des tables blancs et or.
Chaque centre de table criait la perfection. Chaque visage s'est tourné quand Céline est entrée, baignée dans un projecteur comme si elle arrivait d'une vie meilleure. Je suivais 5 pas derrière. Puis le maître de cérémonie, que son ignorance soit bénie, a annoncé dans le micro, avant de commencer le programme formel de ce soir, nous aimerions inviter la sœur de Céline à dire quelques mots. Pendant un instant. NT, le silence. Toutes les têtes se sont tournées. Maman s'est raidie. Céline a cligné des yeux, prise au dépourvu pour une fois. La main de papa a tressailli sur son verre. J'ai avancé. Mes talons ont cliqué doucement sur le sol poli. Chaque pas était une agonie, mais ma colonne vertébrale est restée stable. Le micro attendait au centre de la scène comme un défi. Je suis monté, j'ai pris une inspiration, j'ai regardé une mer de visages que je connaissais à peine mais que je craignais encore. Bonsoir, ai-je commencé, la voix basse mais stable. Et puis, un grésillement. Rien. Ma voix ne portait pas. J'ai baissé les yeux. La lumière du micro s'était éteinte. Je l'ai tapoté doucement 2 fois. Le maître de cérémonie a commencé à s'approcher, clairement confus. Quelqu'un derrière moi a marmonné quelque chose sur des difficultés techniques. Céline est apparue à côté de moi presque instantanément. Elle a attrapé le micro avec ce sourire parfait et brillant. Ce n'est pas grave, a-t-elle dit doucement dans l'air mort. Continuons. Quelques invités ont applaudi. C'était tout. Pas de discours, pas de chance de finir une phrase. J'ai hoché la tête, j'ai haussé légèrement les épaules comme si cela n'avait pas d'importance, et je me suis écarté. Mon estomac s'est tordu alors que les applaudissements devenaient plus forts. Céline était déjà en train de prendre la pause, s'orientant vers l'équipe de tournage qui avait repris le filmage. Le moment serait recadré comme spontané, authentique, intentionnel. Je suis sorti de la scène lentement, mon pouls battant derrière mes oreilles. Un serveur près du fond a attiré mon regard et s'est légèrement penché. « Vous avez géré ça avec classe » a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ce n'était pas de la gentillesse dont j'avais besoin maintenant. C'était de l'oxygène. Je suis passé derrière le rideau, j'ai retrouvé le même coin où je m'étais effondré plus tôt, et j'ai expiré. Maman attendait. Elle est entrée en trompe depuis le couloir, l'expression assez vive pour couper du verre. Elle n'a pas attendu que nous soyons seuls. Qu'est-ce que c'était que ça, a-t-elle sifflé, gardant sa voix basse mais mortelle. On t'avait dit de ne pas t'impliquer dans la partie des discours. Je n'ai pas demandé à parler, ai-je dit, encore abasourdi. Ils m'ont appelé sur scène. Tu aurais dû refuser, a-t-elle claqué. Céline est le centre d'attention ce soir. Tu es là pour soutenir, pas pour voler la vedette. Je n'essayais pas de. Tu n'essaies jamais. C'est ça le problème. Ces mots ont frappé plus fort que la panne du micro. C'est là que j'ai entendu un petit son. Un léger clic, comme l'application appareil photo d'un téléphone qui se ferme. J'ai tourné la tête. Sur le côté, juste à l'intérieur de la porte, se tenait un des membres du personnel, un jeune homme en gilet noir et cravate. Je l'ai vaguement reconnu. Il avait aidé à installer les arrangements floraux plus tôt, mais ses yeux n'étaient pas sur le décor maintenant. Ils étaient sur maman. Et son téléphone était toujours dans sa main. Il a croisé mon regard, n'a pas souri, n'a pas scié, a juste hoché la tête une fois et s'est éloigné. Je n'y ai pas beaucoup pensé sur le moment. Les 10 minutes suivantes se sont passées dans un flou. Céline a prononcé son discours impeccable, émouvant, magnifiquement creux. La foule a applaudi au bon moment, a ri sur commande, a essuyé des larmes qui n'étaient pas tout à fait réelles. Je me tenais près du fond, à moitié caché derrière une colonne décorative, essayant de ne pas m'effondrer à nouveau. Mes chaussures étaient maintenant enlevées, rangées dans ma pochette. Je ne pouvais plus faire un pas de plus avec. Mes pieds palpitaient à chaque pulsation. Puis mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Pas de message, juste un fichier vidéo. Je l'ai ouvert. C'était granuleux, légèrement décentré, mais sans équivoque. Il y avait ma mère, éclairée par les chaudes appliques du couloir, se penchant vers mon visage, le venin dans le ton. Tu n'essaies jamais. C'est ça le problème. La vidéo s'est terminée. Pas de commentaires, pas de légende, juste la vérité brute. Une seule phrase y était jointe, vous méritez d'être entendu. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais d'autre chose.
la reconnaissance. Ce garçon. Il avait été l'un de mes élèves l'année dernière dans un programme de peinture extrascolaire pour lequel j'étais bénévole. Silencieux, observateur, toujours en train de regarder. Il m'avait regardé maintenant, aussi. J'ai souri sincèrement pour la première fois de la soirée. Puis j'ai regardé le clip à nouveau, plus lentement cette fois, non pas parce que j'avais besoin de confirmation, mais parce que je savourais la fissure dans le masque. Cette fissure allait devenir un canyon. J'ai ouvert mon brouillon de mail prédéfini. Objet, la vérité derrière l'image des Langlais. Pièce jointe, maintenant 14. J'ai ajouté le clip, j'ai cliqué sur « Enregistrer », puis j'ai cliqué sur « Programmer ». Heure de livraison, minuit 1. Précise. A. presse@localnewsga.com, editor@womeninjustice.org, 4 amis de longue date de la famille, et quelques anciens professeurs et donateurs triés sur le volet que Céline avait prétendu représenter. C'était fait. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai marché, pieds nus, d'un pas assuré, jusqu'à la salle d'eau. Je me suis lavé les mains. J'ai lissé le devant de ma robe. J'ai vérifié que mon téléphone vibrait encore de vie dans ma pochette. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti plus grande que Céline. Ils voulaient le silence. Je leur ai donné la vérité. Sans sourdine et imparable. Les secondes qui ont suivi la programmation de cet email ont semblé plus bruyantes que le gala lui-même. Un rugissement doux et constant bourdonnait dans mes oreilles, mi-adrénaline, mi-poids de tout ce que j'avais porté pendant des années pressant contre ma poitrine. Je n'ai pas bougé. Pas tout de suite. Je suis juste resté là, derrière la colonne, talons enlevés, respirant de manière inégale alors que le maître de cérémonie annonçait le toast final de Céline. Mesdames et messieurs, aux 12 coups de minuit, nous levons nos verres pour célébrer non seulement un anniversaire, mais un héritage. Je pouvais presque entendre Vera sourire derrière sa coupe de champagne. Les lumières de la salle de bal se sont légèrement tamisées pour l'effet. Les bougies vacillaient en rythme avec la musique de fond. Céline s'est avancée au centre, maintenant baignée d'une douce lumière dorée. Sa robe scintillait, ses boucles d'oreilles brillaient, son sourire aurait pu vendre des miracles. Tout le monde s'est levé, flûte à la main, prêt pour un moment parfait. Et puis les écrans sont devenus noirs. Tous les 3 ou 2 derrière la scène et un grand projecteur suspendu se sont soudainement éteints. Il y a eu une courte pause, un murmure. Quelques invités ont regardé autour d'eux, supposant un problème technique. Vera s'est tournée brusquement vers la cabine de son, les sourcils froncés. Céline s'est figée à mi-geste, les mains toujours levées, les yeux balayant à gauche, puis à droite. Et puis mon visage est apparu. Il n'était pas glamour. Il n'était pas répété. C'était juste moi. Pas de retouche de maquillage, pas de filtre de lumière, pas de faux semblant. Le cadre me montrait dans ma chambre la nuit précédente, assise près de ma fenêtre, la voix basse mais stable. Bonjour. Si vous regardez ceci, cela signifie que je n'ai pas pu vous dire ces choses en personne. Ou peut-être que j'ai déjà essayé, et que vous n'avez pas écouté. Des halètements ont rempli la salle. Quelques invités se sont rassis, stupéfaits. D'autres se sont penchés en avant, les yeux écarquillés. Quelqu'un a renversé un verre, et personne n'a même baissé les yeux. Je m'appelle Indigo Langlais, a continué la vidéo. Fille, sœur, personnage de second plan dans la marque Langlais. J'ai vécu dans l'ombre des sourires et des parrainages pendant des années, mais ce que j'ai porté n'a jamais été silencieux. Le clip a coupé sur des documents médicaux scannés, s'estompant lentement entre eux. Note de diagnostic. Mémo de médecin. Un en-tête en gras nécessite une surveillance continue. Sujette à des épisodes d'évanouissement sous stress physique et émotionnel. Une autre voix est alors intervenue. Une qui n'était pas la mienne. Celle de Vera. Elle exagère tout. C'est pour attirer l'attention. Ça l'a toujours été. Quelqu'un a haleté de manière audible. Une femme près de la scène a couvert sa bouche. Son mari a sorti son téléphone. La vidéo a ensuite montré des images prises lors d'un dîner de famille 2 ans plus tôt, l'anniversaire de Céline. J'étais assise tranquillement au bout de la table pendant que tout le monde portait un toast. Au milieu du discours, j'ai glissé de ma chaise. Ma tête a heurté le sol. Céline a baissé les yeux, a roulé des yeux et s'est tournée vers le serveur. Pouvez-vous juste apporter le gâteau maintenant? La caméra a balayé vers papa,
qui mangeait toujours. Puis de retour à Soline, qui parlait maintenant à une collecte de fonds, ma famille signifie tout pour moi. Je ne serais pas ici sans leur amour inconditionnel. De retour à moi. De retour à la réalité. La salle de bal était tombée dans le silence, à l'exception du flux constant de l'audio de l'écran. Les gens ne se contentaient plus de regarder. Ils réagissaient. L'une des sponsors de Soline, une femme plus âgée d'une marque de beauté régionale, s'est levée et est sortie en secouant la tête. Une autre a chuchoté à un collègue et a glissé son téléphone dans son sac à main tout en textant furieusement. Un groupe de jeunes invités au fond a ouvert Instagram et a commencé à enregistrer. Vera s'est levée. « Éteignez ça », a-t-elle dit à personne et à tout le monde. Tout de suite. Mais il était trop tard. L'équipe audiovisuelle n'a pas bougé. Ou peut-être qu'ils attendaient. Ou peut-être que l'un d'eux avait déjà transmis la vidéo à l'email de la presse indiqué dans les crédits à la fin du fichier. Parce que oui, il y avait des crédits, nom, date, source, reçu. Et l'écran de fin disait, pas pour la vengeance. Pour la vérité. Puis le silence. Soline se tenait toujours au centre de la scène, abasourdie. Le micro qu'elle avait tenu comme un sceptre pendait maintenant à son côté. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Ce silence était tout ce que j'avais attendu. Jusqu'à ce que le premier titre tombe. Le téléphone de quelqu'un a vibré assez fort pour être entendu. Ils ont tourné l'écran vers un ami. J'ai aperçu le titre, La princesse d'E Savannah sous le FEU des critiques, les allégations d'E sa sœur secouent la famille Langlais. Le visage de Soline s'est décomposé pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne se ressaisisse et ne se tourne vers Vera. Je t'avais dit qu'elle allait tout gâcher, a-t-elle dit entre ses dents serrées. Vera est descendue de la scène, manquant de renverser un plateau de boisson. Elle a atteint la cabine audiovisuelle, criant quelque chose qui s'est perdu sous le flot de voix qui s'élevait maintenant dans la pièce. Un par un, les invités ont commencé à sortir. Puis est venue la vibration dans ma pochette. Une notification est apparue sur l'écran de mon téléphone de brandrep@sienasco.com. Objet, suspension de partenariat. Corps, en raison du récent incident, tous les contrats avec Soline Langlais sont temporairement suspendus en attente d'un examen plus approfondi. Je n'ai pas souri, mais je n'ai pas non plus bronché. Je me suis tourné, prête à partir par le couloir arrière, mais la douleur dans ma poitrine m'a arrêté net. Un poids vif et poignardant a pressé contre ma cage thoracique, et j'ai perdu l'équilibre. J'ai cherché le mur, je l'ai manqué. Mes genoux ont fléchi. Tout a tourné. Et la dernière chose que j'ai vue avant que les lumières au-dessus de moi ne se dissolvent en un grésillement statique, c'est quelqu'un qui courait vers moi. À l'aide, a crié une voix. Elle est à terre. Une paire de bras s'est glissée sous les miens. Appelez un médecin, maintenant. Ma pochette a heurté le sol avec un bruit sourd. J'ai entendu mon téléphone vibrer à nouveau, puis plus rien. Parce que je me suis évanoui au son de ma propre voix résonnant dans une salle de bal qui était enfin devenue silencieuse. Quand j'ai repris connaissance, la lumière au-dessus de moi n'était pas celle d'un lustre. Il n'y avait pas de centre de table éclairé à la bougie ni de serviettes de cocktail de marque, juste un plafond avec des dalles acoustiques blanches et un léger bourdonnement provenant d'une machine derrière ma tête. J'étais dans une chambre d'hôpital. J'avais la bouche sèche. Mes bras me faisaient mal. Une perfusion partait de l'intérieur de mon poignet jusqu'à une poche transparente à côté du lit. J'ai cligné des yeux, m'habituant à la lumière stérile, au ronronnement de la climatisation, à l'absence de voix. Il n'y avait pas de fleurs, pas de ballons, pas de famille. Une infirmière est entrée quelques minutes plus tard. Son badge indiquait Elena. Elle a souri gentiment et a touché mon poignet pour vérifier mon pouls. « Vous êtes réveillé ?» a-t-elle dit doucement. « C'est bien. » J'ai hoché la tête, lentement, groggy. « Depuis combien de temps ?»« Toute la nuit » a-t-elle répondu. « Vous vous êtes effondré au gala de la Fondation Langlais. Les ambulanciers vous ont amené juste après minuit. » Minuit. Ça m'a frappé. L'email. La vidéo. Le moment que j'avais passé des années à préparer. J'ai regardé vers la petite télévision dans le coin de la pièce. Elle était déjà allumée, en sourdine, sur une émission matinale locale. En bas de l'écran, le titre disait « Une sœur parle, Indigo Langlais rompt le silence sur l'effondrement sur scène du gala ». À côté, un arrêt sur image de mon visage tiré de la vidéo. Flou mais brut. Elena a suivi mon regard.
Vous avez été sur toutes les chaînes ce matin, a-t-elle dit. Les gens écoutent. Le visiteur suivant n'était pas de la famille. C'était Madame Odette Marleau, mon ancienne professeure d'art, mentor, et à bien des égards, la seule adulte qui m'ait jamais cru sans hésitation. Elle n'a pas dit grand-chose en entrant. Elle a juste posé son sac à main sur la chaise à côté de mon lit et s'est assise, les yeux pleins mais calmes. J'attends ici depuis 6 heures du matin, a-t-elle dit. Il ne voulait pas me laisser entrer plus tôt. J'ai réussi un faible sourire. Vous repoussez toujours les limites, hein. Certaines choses valent la peine d'être poussées, a-t-elle répondu. Elle a sorti un dossier de son sac, un que je reconnaissais de notre dernière réunion un mois plus tôt. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des formulaires de changement de nom, déposés, signés, approuvés. Vous aviez dit que vous vouliez attendre après le gala, a-t-elle dit. Voulez-vous toujours aller jusqu'au bout? Je n'ai pas hésité. Oui. Elle m'a passé le stylo. Ma main a tremblé en le prenant, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, la libération. J'ai signé sur la ligne où il était écrit, signature du demandeur, j'ai rayé Indigo l'anglais, et j'ai écrit ce que j'avais décidé des semaines auparavant, Indigo Marleau. Odette m'a regardé, puis a murmuré doucement, il est à vous maintenant. Entièrement. Je me suis adossé contre les oreillers, le stylo toujours à la main, et j'ai murmuré, Indigo se suffit à lui-même maintenant. 1 heure plus tard, le téléphone de la chambre d'hôpital a sonné. Ce n'était pas la famille. C'était un journaliste, puis un autre. Puis quelqu'un du département d'état des services à la famille et à l'enfance. Chaque voix était différente, mais le thème était le même, demandant si j'étais prête à parler. Je leur ai dit pas encore. Dehors, des camionnettes de presse bordaient le trottoir de l'hôpital. Je n'avais pas besoin de les voir pour savoir qu'elles étaient là. L'infirmière l'a confirmé. L'un d'eux a même essayé de passer la sécurité, se faisant passer pour un vieil ami. Typique. À midi, les réseaux sociaux avaient explosé. Des captures d'écran de la vidéo, des clips, des réactions. Le hashtag #IrisIndigo était en tendance. Des influenceurs l'ont reposté. Des survivants ont partagé leurs propres histoires. Puis les messages ont commencé à arriver. Des centaines, puis des milliers. Certains venaient d'inconnus, d'autres d'anciens camarades de classe, des gens que je n'avais pas vus depuis le lycée. L'un venait de ma professeure de gymnastique de 3e, qui s'excusait de ne pas avoir reconnu les signes quand je m'étais effondré dans sa classe. Mais aucun ne venait de mes parents. Pas un appel, pas un message, pas une seule reconnaissance. Ça piquait plus que je ne voulais l'admettre. Même après tout, même après que Vera ait crié « c'est une affaire privée » aux journalistes à l'extérieur du gala, je pensais que peut-être, juste peut-être. Mais non. Leur silence était cohérent, au moins. Une infirmière a apporté le déjeuner, mais je l'ai à peine touché. Mon estomac s'était noué. Ce soir-là, j'ai été transféré dans une chambre de convalescence privée. Les lumières y étaient plus chaudes, l'air plus calme. Je pouvais enfin expirer sans que mes poumons ne se serrent. Odette est revenue avec quelque chose enveloppé dans une enveloppe Kraft. Je me suis dit que ça pourrait t'aider, a-t-elle dit en le posant sur la table. À l'intérieur se trouvait une copie imprimée de l'article qui venait d'être mis en ligne sur Savannah Local, quand le silence brille le plafond, Indigo Marleau raconte son histoire. J'ai lu chaque mot lentement, attentivement. Il n'y avait pas de parti pris, pas de distorsion, juste ma voix, enfin entendue. Le journaliste lui avait rendu justice. Ils avaient inclus des citations de la vidéo, des preuves de mes documents, même des témoignages d'anciens professeurs et voisins. Et à la fin, un simple paragraphe, Indigo ne cherche pas la vengeance. Elle cherche à être vue, à être comprise. Et maintenant, enfin, elle l'est. J'ai plié l'article et je l'ai placé dans le tiroir à côté de mon lit. Cette nuit-là, pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, j'ai dormi sans cauchemar. Le lendemain matin, une lettre est arrivée manuscrite, sans adresse de retour. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, sur du papier à lettres lignées, il n'y avait que quelques phrases. Je te voyais avant qu'il ne le fasse pas, avant qu'il ne décide de ne pas le faire. Je t'ai toujours vu. Affectueusement, mamie. J'ai pressé le papier contre ma poitrine et j'ai fermé les yeux. Parfois, la guérison ne commence pas avec la justice. Elle commence avec le fait d'être cru. La transition de l'anglais à Marleau n'était pas seulement légale.
Elle était cellulaire. Le changement de nom n'était pas une question de dépit ou de rébellion. C'était une question de souffle. D'espace. La prise de conscience tranquille que je n'avais pas apporté un héritage construit sur le silence et l'éclat auquel je n'avais jamais consenti. Le nouvel endroit était petit, juste 3 pièces, dont une à peine assez grande pour un lit simple et un coin à improviser, mais il était à moi. La maison que j'appelle maintenant chez moi sentait la peinture et la possibilité. Et cette fois, le silence ne faisait pas mal. Il guérissait. Le 3e matin où j'y étais, en déballant une des dernières boîtes qu'Odette avait mises de côté pour moi, j'ai trouvé la lettre, une petite enveloppe, vieillie au coin, avec mon nom dessus, écrit de la main de ma grand-mère. Elle était décédée il y a 5 ans, et je ne savais pas qu'elle m'avait écrit quoi que ce soit. La lettre était datée de 3 jours après mon 16e anniversaire. Tu n'as jamais été invisible, mon enfant. Tu étais juste entouré d'aveugles. Il voit ce qui brille, pas ce qui luit. Mais la lueur dure plus longtemps. Continue de luire, même si personne n'applaudit. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. Je suis resté avec, je l'ai laissé me traverser comme de la chaleur, puis je l'ai plié soigneusement et je l'ai placé dans le tiroir supérieur de mon bureau, à côté d'un carnet de croquis que je n'avais pas touché depuis des mois. Cet après-midi-là, j'ai mis des chaussures de course et je suis sorti. Je n'avais pas prévu de courir, juste de marcher un peu, de prendre l'air. Le printemps de Savannah avait commencé à fleurir. Le trottoir était tacheté de lumière provenant des cornouillers. La brise portait le plus léger parfum de chèvrefeuille. J'ai marché 2 pâtés de maison avant de réaliser, je me sentais bien. Puis j'ai couru un pâté de maison, 2. Au 3e, ma respiration s'est accélérée, mais il n'y avait pas de serrement, pas de poignard dans ma poitrine, pas d'étourdissement qui s'insinuait. Juste du souffle, du rythme, une cadence que je n'avais pas ressentie depuis mon adolescence. Je me suis arrêté au bout de la rue, les mains sur les hanches, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais sentir cette respiration plus profondément. Pas de douleur à la poitrine. Juste de l'air. Juste la vie. Plus tard cette semaine-là, Odette m'a conduite de l'autre côté de la ville jusqu'à la galerie principale du Conseil des Arts de Savannah. Ils organisaient une exposition communautaire intitulée Réappropriation. La directrice m'avait contacté après avoir vu mon histoire en ligne. Elle m'avait demandé si j'avais des œuvres que je voulais exposer. J'ai hésité au début, mais finalement, j'en ai proposé une, pas oubliée. Un portrait en technique mixte que j'avais créé après l'hôpital, inspiré par les mots de ma grand-mère, la silhouette d'une femme cousue de verre brisé et de traits de crayon avec les mots, toujours là, gravés dans le coin inférieur droit. La directrice l'a accroché à l'entrée. En dessous, une petite plaque indiquait « Indigo Marleau ». Je suis resté là pendant près de 20 minutes, regardant simplement les gens s'arrêter devant. Certains semblaient confus, d'autres passaient leur chemin. Mais une femme, d'âge moyen en blouse médicale, son badge indiquant Darlene, est restée plus longtemps que la plupart. Sa main est allée à sa poitrine. Elle a murmuré quelque chose. Je n'ai pas pu l'entendre, mais ses yeux en disaient assez. Cette nuit-là, j'ai reçu un email du conseiller d'orientation de mon ancien lycée. Il mettait à jour un couloir dédié au bien-être et à l'inclusion. Est-ce que cela me dérangerait s'ils imprimaient et encadraient une version de « Pas oublié » pour l'accrocher près de la campagne anti-harcèlement de l'école? J'ai dit oui. Et j'ai pleuré alors, un peu, tranquillement. 2 semaines plus tard, j'ai enregistré un épisode pour un podcast sur la guérison des traumatismes. L'animatrice a posé des questions réfléchies et prudentes. Vers la fin, elle a dit « S'il y a une chose que vous diriez à votre jeune moi maintenant, quelle serait-elle » Je n'ai pas hésité. Je ne leur pardonne pas, ai-je dit doucement. Mais je me pardonne d'avoir cru que je méritais leur silence. Ce clip est devenu viral. Pas viral au point d'avoir des millions de vues, mais assez. Assez pour que les gens écrivent, contactent, disent « moi aussi ». Le jour de mon dernier contrôle à l'hôpital, Odette est venue me chercher dans sa vieille Subaru. Elle n'en a pas fait toute une histoire. Elle m'a juste tendu un café à emporter, m'a demandé si j'avais apporté ma carte d'assurance, et a attendu pendant que je vérifiais mon téléphone pour la énième fois. Le rendez-vous a été rapide, pas de problème persistant. Mes niveaux d'oxygène étaient forts. Le médecin a dit « Vous avez meilleure mine que ce que votre dossier laisse entendre ». J'ai souri à cela. En retournant à la voiture, j'ai glissé mon bras sous celui d'Odette sans y penser. Elle n'a pas réagi,
elle a juste marché à côté de moi jusqu'au sentier au bord de la rivière, celui près du parc avec la fontaine que je regardais quand j'étais enfant. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous avons juste marché main dans la main. Ma poitrine ne me faisait pas mal. Mes jambes ne tremblaient pas. Je n'étais plus l'ombre de personne. Il disait que j'étais dramatique. Il disait que j'étais fragile. Il disait que je devais me taire. Je n'ai rien dit, jusqu'à maintenant. Parfois, l'acte de force le plus bruyant est de choisir de s'éloigner, surtout de ceux qui ne vous aiment que dans le silence. L'histoire d'Indigo nous rappelle qu'être silencieux ne signifie pas être faible. Et quand personne ne vous croit, documenter votre vérité pourrait être la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications.